Radio en mai. Like a wound that heals. Installez-vous, la conférence va bientôt commencer. Cuando yo me colegié hice el número 100. Ça vient de l'envie d'être sur fond de ciel en fait et d'être dans un espace commun. Puis elle raconte surtout son rêve pour l'avenir. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est le printemps au théâtre Dijon-Bourgogne et il ne pleut pas, à peine une petite averse cet après-midi. On a le sourire, le festival Théâtre en mai a ouvert ses portes hier au public. Quant à Alexandre Planck, Réal et moi-même, nous allumons sur le champ nos micros à l'attention des auditeurs et des spectateurs. Salut Isabelle. Bonjour Alexandre. Une petite cigarette devant le théâtre ? Oui, un petit temps de pause là parce que la journée a commencé vers 9h moins le quart, 9h. Donc voilà, on a été s'occuper du linge, des draps pour la maison et l'appartement qu'on prête aux artistes, les produits d'entretien pour le théâtre parce qu'il y a beaucoup le soir, donc voilà. Et puis métro pour le petit catering en loge de nos équipes du festival. Là, c'est le deuxième jour du festival. C'est que le deuxième jour, oui. Oui, c'est le deuxième jour. Et toi, ça fait un moment que t'es là, t'as dû en voir quelques-uns quand même, des festivals théâtre en mai. Oui, je les compte plus, on doit être au 35e, je pense, ou voilà, à peu près. Celui-là, il a un truc différent ? Ils ont tous un truc différent, parce que c'est selon la patte du directeur du centre dramatique. Donc au niveau de la décoration, de la volonté, comment accueillir les équipes, comment les faire dîner, comment les héberger. Donc aucun festival ne se ressemble. Bon, on a encore 10 jours à tenir, on va y arriver. On va y arriver, absolument. Il y a un petit vent frais, c'est agréable. C'est agréable. À plus tard. À bientôt Alexandre. Aujourd'hui, second épisode de l'émission Radio en mai. Il est 20h et on y voit comme en plein jour. On y voit comme s'il était bientôt midi et que l'œil rivé sur l'horloge, nous attendions de savoir si Najda, jeune sportive bretonne, va être ou pas sélectionnée en équipe de France Espoir pour participer à la Coupe du Monde de foot féminin. À l'affiche de Radio en mai, un spectacle qui démarre ce soir et se joue jusqu'à dimanche. Il s'appelle Midi nous dira. Il est interprété par une unique actrice, Lison Pennec. Il est mis en scène par Clément Karabédian et Joséphine Chaffin. Il est écrit par Joséphine Chaffin. Nous parlons ce soir d'émancipation féminine, d'un désir qui ne cède pas, de la puissance de la parole lorsqu'elle résulte d'une écriture, du sport, comme métaphore de bien des combats, d'un duo de créateurs qui invente son théâtre loin de Paris, en région, et qui sait l'importance dans la vie des spectacles de ce qu'on appelle la décentralisation. C'est le printemps au théâtre Dijon-Bourgogne. On fait de la place pour Joséphine Chaffin et Clément Karabédian, cofondateur en 2018 de la compagnie Super Lune. Mais avant cela, on va écouter Réal, parce que Réal, lorsqu'il parle de théâtre, il parle de démocratisation. Hier, l'exultation était bien au rendez-vous. Aux alentours de 18h30, le parvis Saint-Jean était rempli, bondé de monde, pour l'énorme pièce de théâtre Dracula que j'ai moi-même regardée, passionnément, éperdument, et ce fut un fort moment. Puis, j'ai eu la chance de converser avec un Dijonnais qui m'a appris quelque chose. Vous savez quoi ? Le kir a été inventé par Félix Adrien Kir, qui fut auparavant maire de Dijon. La Bourgogne a une belle histoire avec l'alcool, dis donc. En fin de compte, tant que cela est fait avec modération, un bon verre de kir ne fait pas de mal. Du coup, merci à ce très cher Dijonnais d'avoir enrichi ma culture générale. D'autant plus qu'il m'a recommandé d'en parler dans mes textes. C'est une chose faite. Des ondes positives se dégageaient, ainsi que de la jovialité, de la paix et de l'unicité. Grand penseur que je suis, j'ai analysé plusieurs choses et j'en ai fait des déductions. L'art dramatique devrait de plus en plus viser la classe populaire. Hier, j'étais extatique de ma journée, mais presque aucune personne de mon quartier pourrait comprendre mon extase. Pourquoi, à votre avis ? Car ils ne se sentent pas concernés par la dramaturgie. Je trouve cela dommage. J'ai beaucoup d'admiration pour les pièces de théâtre. Quelle puissance de jouer une histoire en direct. J'en étais stupéfait hier. Tous ces effets, toutes ces émotions à retransmettre. Et ce stress à gérer face à la foule qui veut du lourd. D'autant plus qu'hier, c'était quasi complet. Ce n'est que le début du festival et que déjà mon esprit s'enrichit. Je rencontre des personnes formidables, des parcours inspirants, qui au fond ravivent ma flamme intérieure.
J'ai comme l'impression que ce festival rend la ville plus dynamique. Il y a comme un air hollywoodien et comme un air de village espagnol. Ce que je vis, j'ai l'impression de l'avoir vécu au travers d'une BD, l'intégrale de Chito Soledad. J'ai toujours aimé écrire, exprimer mes idées. D'ailleurs, ma matière préférée était le français. Par contre, j'étais très nul en maths. Parfois, je marche et je crée des histoires dans ma tête. Je pensais être fou, mais en fait non. J'aime juste la création. Parce que ça me fait du bien d'être à ce festival, car ici je me sens écouté, compris, sans être jugé. Merci. Un grand merci à vous, Réal. Est-ce que vous auriez envie de réagir, Clément Karabédian, Joséphine Chaffin, à cette approche de Réal, de la décentralisation et de la démocratisation et d'un théâtre populaire ? Déjà, merci de nous avoir transmis cette information concernant le kir, parce que je le découvre aussi. Mais hier, il nous parlait de chardonnay. Alors, on sera là demain soir aussi pour le prochain épisode, voilà. Non, mais merci pour ce texte, effectivement. Il résonne pour nous, je pense, complètement sur le fait de partager des histoires, de raconter des histoires, et aussi dans ton écriture qui a déjà une forme, des rimes, enfin, sur la forme poétique. Nous, c'est des choses qui nous parlent beaucoup, que la langue et le récit, en fait, soient les fondements de notre partage avec le public et donc de notre action de décentralisation. Alors, Joséphine Chaffin et Clément Karabédian, tout en haut de la présentation de votre spectacle, dans le dossier que j'ai récupéré, il est écrit « compagnie régionale », ce qui m'a laissé un peu perplexe, parce que je me suis dit quoi ? Une compagnie régionale n'est pas une compagnie nationale, c'est encore autre chose, ça a à voir juste avec le territoire. Qu'est-ce que c'est une compagnie régionale ? Nous, on ne se définit pas comme compagnie régionale. Là, il faudrait demander plutôt à l'équipe du TDB pourquoi ils nous ont appelés comme ça. Nous, ça nous va, parce que de fait, nous sommes une compagnie installée dans la région. Mais voilà, je pense qu'effectivement, ça crée un petit distinguo. C'est plutôt du côté de l'équipe qu'il faudrait interroger cette notion. Nous sommes une équipe qui est installée ici, et pour autant, on travaille dans tout le territoire national. Donc, à chaque fois qu'on nous nomme comme tel, on l'accepte volontiers, et en même temps on se dit oui, on est de cette région-là, mais on est aussi dans les autres régions. On est régional au pluriel. Je remarque que vous dites on travaille aussi dans tous les autres territoires. Il y a une chose que vous ne dites pas, c'est on travaille à Paris. Peut-être que c'est le cas d'ailleurs, je ne présume pas du tout du fait que vous passiez à Paris ou pas, mais il y a une légende urbaine qui veut que si on ne passe pas à Paris, on n'existe pas. Est-ce qu'il n'est pas temps de lui tordre le cou à cette légende ? Joséphine, est-ce que vous allez tordre le cou à cette légende ? Oui et non. Je sais pas si on peut lui tordre le cou définitivement. C'est vrai que dans le développement d'une compagnie, de son travail, de sa visibilité, avoir une vitrine à Paris à un moment donné reste une étape quand même incontournable si justement on veut avoir un développement national. Après, nous, ce qui nous intéresse, en tout cas nous avec la compagnie Superlune, c'est vraiment en fait travailler sur toutes les échelles, à la fois notre implantation sur le territoire, Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on le défend vraiment, parce que ça nous intéresse vraiment, le travail avec les publics, cette population, etc. Et en même temps faire rayonner la matière et la création qui résulte de ce travail-là à l'échelle nationale. Les deux ne sont pas incompatibles et au contraire se nourrissent l'un l'autre. Mais ça ne vous agace pas ce passage obligé par la capitale pour en quelque sorte être labellisé par quelques-uns, ce qui après effectivement vous permet d'avoir des moyens et vous permet d'aller sans doute dans d'autres festivals, Avignon sans doute, et Festival d'automne à Paris et ainsi de suite. C'est pas un peu pénible d'en être encore là ? Oui, ça l'est. Je pense qu'il y a quand même du mieux. J'ai l'impression que de plus en plus, on peut quand même construire une belle carrière artistique depuis la région, depuis les régions. Ce qui change beaucoup, c'est les mobilités. C'est-à-dire, il s'agit de pouvoir être présent à Paris de temps en temps, pouvoir s'y montrer, pouvoir y être, sans pour autant y avoir établi notre base. Voilà. Moi, c'est une discussion que j'ai par exemple avec ma mère, qui est parisienne, très
très mal accepté le fait que nous partions en province et qui chaque saison me dit mais alors Clément, mais alors la saison prochaine, non, des dates à Paris, voilà peut-être, mais si tu veux moi je loue un théâtre pour que vous puissiez jouer aussi, enfin il n'y a pas de Elle vous aime beaucoup votre mère. Oui, mais j'essaye de lui expliquer que le parcours artistique ne se construit plus uniquement comme ça et que si elle à son époque elle est montée à Paris et qu'elle s'est construite dans cette montée à Paris, ben pour nous peut-être le chemin est inverse. Mais c'est ça, c'est ce que j'entends. En fait, vous êtes des transfuges parisiens qui maintenant est établi à Mâcon, si je ne me trompe pas, donc qui avaient fait le choix de quitter la ville. Absolument, ouais, c'est bon. Alors après ça rejoint nos parcours à nous, puisqu'on a été formés et l'un et l'autre à Lyon, Joséphine à l'école normale supérieure et puis moi à l'ENSAT. Donc on a été éduqués, enfin on a grandi, on a été formés à Lyon et de fait on a quitté Paris à cette occasion-là et on a poursuivi après sur le réseau lyonnais, Rhône-Alpes et de fait par extension aussi sur le sud de la Bourgogne. Je sais plus pourquoi je dis ça. Non, mais sur la question d'être transfuge, de quitter Paris. Mais de toute façon, nous, là, effectivement, mais c'était aussi un choix artistique, politique. Enfin, c'était vraiment une volonté aussi de créer la compagnie, nous, en région, parce que cette dimension quand même de décentralisation, donc de travail vraiment avec les publics, que ce soit dans l'acte créatif, que ce soit autour de nos spectacles, d'être en dialogue vraiment avec une population, c'était pas quelque chose, nous, de purement marketing. En fait, c'était vraiment c'est dans l'ADN de nos formations à l'un et à l'autre. Clément, après à l'ENSAT, il a appartenu à la troupe du TNP à Villeurbanne. Moi, avant qu'on fonde la compagnie, j'ai été assistante artistique de Robin Renucci au Tréteau de France pendant plusieurs années. Donc la mission d'être au service des publics, en fait, fait vraiment très profondément quand même partie de notre ADN artistique, et donc ça avait du sens pour nous d'aller en région. Oui, pardon, allez-y Clément, excusez-moi. Non, pardon. Juste pour dire, au moment où on a créé la compagnie, on avait deux alternatives, c'est-à-dire soit on crée juste une structure qui est une structure de production et qui, on va dire, est hors sol. Donc on peut la mettre n'importe où parce qu'elle n'est juste là que pour porter la production des projets. Soit, comme ça a été notre choix aussi, on a fait le choix d'une implantation, c'est-à-dire que la compagnie n'est pas juste une structure vide, c'est aussi une inscription sur un territoire donné et que les projets de création passent aussi par des projets de médiation en lien avec ce territoire. Et on a choisi cette formule-là puisqu'elle correspond plus à notre façon de voir le théâtre. Alors vous venez de les citer, Joséphine. De votre côté, c'est effectivement Robin Renucci. Avec qui vous êtes formé, en tout cas avec qui vous avez travaillé, et vous Clément, vous avez souvent joué dans les spectacles de Christian Schiaretti. Donc quand même deux figures de la décentralisation. C'est pour ça que je voulais parler de la décentralisation avec vous. Est-ce que vous vous sentez héritier de l'histoire de la décentralisation et est-ce que vous auriez le désir, parce que c'est sans doute devenu une nécessité, de la revivifier, de la réinventer, de la moderniser, cette décentralisation? Oui, donc nous on a la chance d'avoir été formés avec Schiaretti et Robin et Renucci. Voilà, ils nous ont transmis une histoire. Déjà, là je rends grâce à Christian là-dessus. C'est moi le seul metteur en scène, professeur à l'ENSAT qui nous a transmis l'histoire de ce métier et l'histoire de la décentralisation, l'histoire des maisons, des structures, et qui nous a donné le goût de ça. Et ça, c'est personne d'autre, moi, ne me l'avait appris avant. Donc on est déjà tributaire d'une histoire et qu'on reçoit. Quand on parle de l'émergence tout le temps, on n'émerge pas de nulle part. Il y a des structures, il y a des maisons qui ont leur histoire. Et c'est d'ailleurs toujours passionnant. On en parlait tout à l'heure avec Florent, qui est dans cette maison depuis longtemps, de savoir l'histoire. Voilà, Jacques Fournier, à quel moment c'est devenu un CDN, comment ils ont installé, comment ils ont fait des travaux. Donc on est tributaire de cette histoire-là, et Robin et Christian sont les maîtres pour transmettre cette histoire. Après, je pense que on connaît clairement un métier qui est très différent de celui dans lequel eux ont grandi. Ça a été Christian Schiaretti est très pape de la décentralisation, mais il a quand même dirigé un très très gros CDN, dans une importante ville. Donc c'est sûr que le métier qu'ils ont connu, dans lequel ils ont démarré dans les années 80 puis dans les années 90, est très très différent de celui que nous connaissons maintenant. Je m'embarque encore là-dedans, mais je ne sais même plus encore où je vais. Et Joséphine va vous remettre sur les rails.
Non, pour ajouter quelque chose, je dirais qu'ils nous ont, en plus de cette histoire, ils nous ont aussi chacun à leur manière transmis quand même le sens de la mission, en fait. Je pense qui nous faisait déjà sens pour nous, mais voilà, ils nous l'ont quand même vraiment communiqué, puis on a pu l'éprouver concrètement au TNP pour Clément. Moi, en tournée tout le temps avec les Tréteaux de France, à jouer dans des configurations très différentes, aussi bien en CDN que vraiment dans des salles des fêtes de petites villes au fin fond des Deux-Sèvres. Enfin, et ce goût du terrain et voilà, c'est un vrai héritage, je pense qu'on a avec eux, et qui rejoint aussi la question, avec laquelle j'ai attaqué pour rebondir sur le texte de tout à l'heure, du récit et de la langue. C'est aussi, je pense qu'ils ont tous les deux dirigé des maisons qui mettent au centre de leur travail le répertoire plutôt classique pour le coup, mais ils nous ont quand même du coup complètement consolidé, nous, dans notre goût de la langue, des textes. C'est important ce que vous dites sur l'histoire, parce que je ne veux pas du tout ici passer pour une passéiste, mais j'entends beaucoup dire que des jeunes élèves d'école de théâtre ne savent plus qui est Jean Vilar et savent à peine qui est Antoine Vitesse, c'est-à-dire génération quand même d'après. Lorsqu'on ne sait pas l'histoire, est-ce qu'on est hors sol? Est-ce que c'est une nécessité de la savoir, cette histoire, c'est-à-dire savoir d'où on vient pour finalement savoir où on va? Ou est-ce qu'on peut s'en passer? Et peut-être qu'il le faut. Nous, moi en tout cas je pense que non. Après c'est câbler les jeunes, c'est aussi un système aussi de médiatisation et de production de la jeunesse et de ce qu'on appelle l'émergence. Et c'est-à-dire il y a aussi toujours un peu ce fantasme des compagnies ou du jeune artiste qui va sortir comme ça de nulle part et faire table rase de ce qui a été fait avant. Non, c'est vrai que nous on est plutôt dans la pensée d'un travail qui se développe, comme je le disais tout à l'heure. Après, oui, après le contexte aussi de diffusion est très différent. Et je pense qu'on en parle beaucoup en ce moment. La réflexion à laquelle on est convié après la pandémie va nous inviter encore plus à aller à la rencontre du public, puisque là, il y a un public qui quand même fait défaut, enfin voilà, qu'il faut aller reconquérir. La pandémie, je pense, a fait beaucoup de mal à toutes les salles, que ce soit donc pour les salles ou pour les artistes. Voilà. Et du coup, ça va beaucoup nous réinterroger sur la façon d'aller les chercher. Alors, vous parlez d'aller rencontrer le public. Il y a quelqu'un à cette table qui, lui, va rencontrer les artistes au moment où ils ne l'attendent pas. D'ailleurs, parfois, ils trouvent des portes fermées. C'est le moment des indiscrétions d'Alexandre Planck. Alexandre. On est à la salle Jacques Fournier avec Charlotte et on n'est pas sûr d'avoir la bonne clé. Pas sûr du tout. Et on vient rencontrer l'équipe de Casa. Est-ce que c'est pas quelqu'un de Casa en face? C'est qui nous dit bonjour. Ah bah voilà. Bonjour. Bonjour, ça va? Elena, qui est notre responsable prod de Casa. Alexandre. Ben, enchanté, Elena. Voy a llamar a Lou. Vale. Ok. Elle va nous ouvrir de l'intérieur. Parce que là, c'est une salle de répétition, en même temps une maison, en même temps des bureaux. Oui, en fait, c'est hyper complet parce que là, il y a une autre salle de spectacle du Théâtre Dijon-Bourgogne qui a 2 salles de spectacle, mais il y a également un appart qu'on appelle l'appart TDB où sont logés pour le moment l'équipe de Casa, enfin certains, mais ils font aussi leur répète ici. On peut l'utiliser pour des résidences, la cuisine. Enfin voilà, c'est assez multiface, on va dire. Super. Hola, ¿qué tal? Hola Charlotte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hola, encantada, soy Lucía. Bonjour Alexandre, enchanté. Enchanté. Moi, je suis Lucía Miranda et je suis le dramaturge et la maîtresse en scène de la pièce. Et moi, je suis Pilar Vergès et je suis une des comédiens de la pièce. Vous avez un super joli plateau, une super jolie scénographie. Et bon, on a des petites maisons qui ont de la lumière dans l'intérieur et qui fait des différentes choses dans la pièce. Et il peut être des poulets, c'est dit comme ça? Des poulets? Des poulets. Des poulets côte-côte? Des poulets... Côte-côte, ouais, on fait pas le même côte-côte, on parle de la même chose. Ou peut-être un gâteau. Donc pour nous, ils sont métaphores d'autres choses qu'il y a dans la pièce. Et alors maintenant qu'on a parlé de ces maisons, le spectacle s'appelle Casa.
Si, Casa. Qu'est-ce qu'il raconte le spectacle Casa? Casa raconte les histoires de 100 personnes qui ont partagé sa vie avec moi parce que j'ai fait des interviews à 40 personnes et j'ai choisi le matériel pour écrire la pièce. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui habite dans un foyer pour mineurs et aussi l'histoire d'une personne en situation handicapée qui est en train de lutter pour son propre appartement, sa personne toute seule, et aussi l'histoire d'un architecte qui a construit beaucoup de logements, mais qui maintenant, au final de son carrière, il a perdu tout. Donc c'est ça la thématique qui traverse l'ensemble de la pièce? Oui, tous les personnages ont perdu les logements, mais en très différentes manières, parce qu'on a aussi un réfugié qui a perdu un pays. Mais on a elle qui a perdu les vêtements, non, les appartements qu'elle a achetés. Mais on a une personne qui n'a jamais l'opportunité d'avoir son propre maison, la personne en situation de handicapée, parce que la société te dit que tu dois toujours habiter avec tes parents ou avec des collègues, que tu ne peux pas être toute seule. Donc oui, tout parlait sur la impossibilité d'avoir une maison. Et aussi de c'est quoi une maison pour chacun de nous. Et pas maison, je dirais... Chez nous. Chez nous. Chez nous. C'est quoi chez toi, pour toi? Tú no dices siempre que quieres ir a Nueva York. Yo te invito a Nueva York 15 días, a ti y a tu familia como reyes. Y tú a cambio me certificas 15 centímetros de más de movimiento de tierras en toda la urbanización. On continue notre petit tour dans votre scénographie. Le truc, c'est qu'on a tout dans la valise. C'est là, c'est dans les cartons. Oui, parce qu'il y a un moment de la pièce où tous les caractères changent. Mais voilà, ça c'est une marionnette. Si je fouille dans les cartons, je sors une marionnette avec une perruque, avec des cheveux frisés, avec du maquillage, du rouge à lèvres et qui ressemble un peu au Muppet Show. Ouais. Oui, et oui, c'est Muppets, on se dit. Oui, on les utilise pour exprimer c'est quoi les crédits, c'est quoi l'hypothèque. Et tous les mots qu'on dit sont réels, sont de la personne réelle qui nous a donné le testimony, la chance de traer. Oui, de nous donner le testimony. Y me guardé ese papel en la cartera y ahí lo dejé. Y a los 2 meses le llamé. 2 meses. Wow, est-ce que está todo... Alors je vois des micros, un petit enregistreur, des lunettes, des clés partout, des bouteilles d'eau. Alors on est 5 comédiens sur scène et on fait 30 différents rôles. Alors tu vois ici c'est comme si c'était... Un set de ciné. Un set de cinéma. Ouais, avec les costumes d'un côté, avec les accessoires de l'autre. Et avec seulement un accessoire, on change de personnage. Alors, parce qu'elle change très rapidement, ouais. C'est la folie. Mais je peux faire un personnage qui a 4 ans, ou je peux faire une femme de Venezuela de 50 ans. Alors on doit changer très vite et c'est très... C'est tout avec les corps et la santé. Parce que c'est à chaque fois des textes qui ont été réellement prononcés par des gens que vous reprenez. Oui, totalement. On s'appelle Barbatine. C'est théâtre documentaire verbatim et ça veut dire que les acteurs ils ont travaillé avec les grabaciones, comment on dit ça audio, les audios, les enregistrements. Oui. Les enregistrements de l'interview. Et ils sont en train de le faire comme toi maintenant. Ils ont des casques, ils sont en train de répéter, ils apprennent les textes comme tu peux apprendre une chanson. Donc quand tu écoutes, c'est très fort parce que c'est vraiment la langue de la roue. Et ici, une chose, c'est d'avoir vraiment la roue, d'avoir vraiment la communauté dans les scénons. Et pour nous, on dit que la langue, c'est identité. Donc, pour nous, c'est une chose politique d'utiliser ce type de théâtre et de montrer les différents accents. Et de faire parler sur scène des personnages qui, habituellement, on n'a pas les voix. Alors, on ne l'écoute pas, ouais. C'est pour ça que c'est politique pour nous. Joséphine Chaffin, je voudrais vous faire réagir en tant qu'autrice
à ce qu'on vient d'entendre. Elles disent, les deux artistes espagnols, d'ailleurs on recevra Lucia Miranda dans l'émission de dimanche soir, la langue c'est l'identité. Et une chose me frappe en les entendant, c'est l'oralité magnifique dans laquelle on vient de les écouter. Cette oralité sublime. Je suis complètement d'accord avec vous. Bon, il y a un peu l'effet magique de la langue étrangère pour nos oreilles françaises aussi de l'accent, qui apporte tout de suite forcément en fait une musique, un rythme. Enfin, disons que ça nous fait plus entendre l'oralité comme une matière qu'on travaille, qu'on sculpte en direct, ce qui peut échapper à nos oreilles françaises quand on se parle en français et qu'on est dans la vie prosaïque de tous les jours. Mais du coup, je dirais que moi qui ne parle que français, qui ne sais écrire que le français, dans mon rapport à la langue française, j'essaye dans l'écriture de la travailler comme une matière déjà, vraiment concrète, musicale, qu'il faut façonner, du coup, un petit peu comme dans ce rapport on peut avoir avec une langue étrangère. Alors j'anticipe parce que je voulais parler d'écriture avec vous tout à l'heure, donc on va garder ça pour plus tard. Je voudrais quand même qu'on arrive au thème, à un des thèmes de la représentation, Midi nous le dira, parce que c'est un thème qui est très prisé par les artistes contemporains depuis quelque temps, c'est le sport. Brecht disait que le théâtre c'est de la boxe, Artaud disait des acteurs qui sont des athlètes affectifs. Pasolini incitait les comédiens à jeter leur corps dans la bataille. Il y a quelque chose avec le sport, avec l'ambition sportive, avec l'engagement sportif, qui est devenu comme une sorte de métaphore extrêmement utilisée, parce que je pense aussi extrêmement populaire. La jeune héroïne de Midi nous le dira, c'est une jeune femme, Najda, qui veut entrer dans l'équipe de foot, qui va aller à la Coupe du Monde. Est-ce que vous partagez cette sensation que le sport, on peut faire dire, à travers le sport, on peut faire dire beaucoup de choses sur l'existence, l'identité et le devenir ? Oui, bien sûr. C'est vrai que là, le point de départ, finalement, c'est d'utiliser, en tout cas du projet d'écriture, et puis c'est ce qu'on a voulu transmettre après dans la mise en scène, c'était effectivement de parler du sport et plus précisément du foot, pas tellement pour parler du foot en lui-même, mais vraiment comme un point de départ, un prétexte pour aborder d'autres choses. Donc c'est comme vous disiez tout à l'heure, il y a le côté la métaphore en fait du sport. Là le foot ici c'était clairement un point de départ pour raconter en réalité l'histoire que j'avais envie de raconter, c'est-à-dire celle d'une jeune fille qui a un rêve encore quand même culturellement considéré de garçon, c'est le foot, en tout cas en plus quand j'ai écrit la pièce en 2017, le foot féminin était moins visible et du coup c'était quand même encore clairement rattaché à la sphère masculine, à une culture virile. Donc le foot c'était vraiment l'histoire, c'était vraiment le prétexte pour parler en fait de thématiques de l'émancipation, de la liberté de genre, de la transmission entre générations, de l'égalité, de la vocation. Et c'est une matière à écriture et à jeu qui est formidable. Oui, mais justement, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre le sportif, qu'il soit joueur de foot, de tennis, peu importe, et l'acteur ? Clément Karabédian. Oui, mais c'est beaucoup, en tout cas comme ça qu'on a abordé la mise en scène de Midi nous le dira, en parlant de l'héroïne Najda comme d'une athlète du corps autant que d'une athlète du verbe. En l'occurrence, la pièce de Joséphine, dans sa matière texte, exige de la comédienne une vraie performance. Il y a une performance qui est physique. C'est 1 heure de spectacle qu'elle tient de bout en bout avec un texte. On parlait de langues étrangères. Le Joséphine Chaffin est une langue qui s'apprend, qui se pratique. Je parle couramment, mais qui me demande quand même beaucoup d'efforts à chaque pièce nouvelle et qui, du coup, s'incorpore comme ça. Donc absolument. Ouais, le sport est une métaphore de l'acteur et de l'actrice et de la performance. On peut dire aussi, d'une certaine manière, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais qu'il y a... c'est une toile de fond héroïque qu'on comprend tous, de la même manière que sans doute les Grecs connaissaient et comprenaient le canevas mythologique. Ils connaissaient toutes les histoires par cœur, de même que nous, tous, même qu'on aime ou pas le foot, on connaît un peu les grandes figures de ce sport et on en connaît les règles du jeu et on en connaît les différentes façons de l'évoquer. Donc le théâtre s'empare de cette matière-là
pour pouvoir parler de plein d'autres Oui, choses. mais c'est fou ce que vous dites, parce qu'il y a un moment de, je dirais pas de danse, mais en tout cas d'expression du corps à un moment donné sans texte de la comédienne qui est remarquable. Hein. Je redis son nom, elle s'appelle Lison Pennec, et elle adopte plusieurs postures. Et dans ces postures, il y a le fameux croisé de bras de Kylian Mbappé. Et c'est devenu archétypal. C'est fou. C'est une grammaire qui échappe maintenant absolument au contexte. Le croisé de bras de Kylian Mbappé, moi qui ne suis pas une grande connaisseuse, je l'ai immédiatement identifié. Oui, c'est vrai. Alors là, il y a aussi... Lison, elle est un peu amoureuse de Kylian Mbappé, donc elle s'est fait son petit hommage personnel. Mais c'est vrai que de toute façon, on a quand même parlé du rôle des sportifs et particulièrement des footballeuses quand on a créé le spectacle et tout au long de nos tournées, qui sont devenues en fait des sortes de nouvelles héroïnes. Aujourd'hui, on a depuis quelques années qui incarnent cette chose-là, comme disait Clément, des nouvelles figures de héros, de conquérantes. D'ailleurs, Najda, c'est une attaquante dans la pièce et c'est pas un hasard. Avant-centre, numéro 9. Exactement. On en apprend des choses. Hein. Et c'est vrai que de toute façon, dès l'écriture, j'avais quand même envie en fait de décrire un personnage, pour reprendre un terme de la culture anglo-saxonne, un rôle modèle en fait, vraiment un rôle ouvertement positif, rayonnant, dans lequel on puisse se projeter, s'identifier, qui permettent aussi de sortir de soi, de sortir de son vécu, du déterminisme. Et je trouve que les héroïnes, les footballeuses, incarnent beaucoup ça en ce moment. Ils permettent de faire ce pas en avant. Alors, le sport, c'est physique, mais c'est aussi un mental qu'on prépare, qu'on perfectionne, qu'on conditionne. Je ne sais pas si l'administrateur du théâtre Dijon-Bourgogne a le mental d'un footballeur, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'administrer un théâtre, ça nécessite probablement de l'endurance et de la souplesse. C'est le moment de nos 5 minutes dans la soude du théâtre. On les passe avec Pierre Limousin, qui est l'administrateur du théâtre Dijon-Bourgogne. Radio en mai. Alors Pierre Limousin, est-ce que vous avez un mental de footballeur ? Est-ce que j'ai un mental de footballeur ? Alors, je crois pas, non. Non. J'apprécie le football, mais je crois que je suis trop dans la caricature de ce qu'est un footballeur. Et j'apprécie le sport. Alors, si on devait trouver la métaphore du sportif qui caractérise votre travail, est-ce que vous diriez que vous êtes le jongleur, celui qui jongle avec les chiffres ? Alors oui, tout à fait. Ah, ça, vous voyez. Voilà. D'autant plus que, c'est pour la petite anecdote, c'est que je faisais du cirque et du jonglage. Donc voilà, là, je suis encore capable de faire du jonglage à 5 balles, là, si vous voulez. Voilà. Mais vous allez le faire ? Pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'à la radio, on ne le voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire administrer un théâtre, Pierre Limousin ? C'est un métier finalement assez énigmatique. On se doute que ça a à voir avec les chiffres, avec l'argent. Mais pas que. Mais pas que. En fait, oui, effectivement, moi je suis en charge du budget du théâtre, aussi bien dans sa partie recettes que dans sa partie dépenses, essayer de faire en sorte que l'argent qui est confié du contribuable, qui est confié au théâtre, soit utilisé conformément à son objet, voilà, puisqu'on a 80% de subventions publiques, donc il faut bien qu'on rende des comptes sur des actions qu'on mène avec cet argent-là. Et puis l'autre partie de mon travail, c'est aussi de m'occuper du personnel, des salariés du centre dramatique, puisque le centre dramatique est une petite entreprise. Voilà, on est 26 salariés permanents, et donc on est sous forme de société coopérative. Donc hier, vous receviez Maëlle Poésie, qui en est la directrice. Elle est elle-même autrice, comédienne, et il y a une casquette qui n'a pas été citée hier, c'est qu'elle est gérante de la SARL, Théâtre Dijon-Bourgogne. Voilà. C'est peut-être aussi le moment, puisque vous êtes là avec nous à nos micros, Pierre Limousin, de dire qu'une subvention attribuée à un théâtre public, c'est ce qui permet de financer le siège du spectateur. Vous allez le dire beaucoup mieux que moi et de manière beaucoup plus précise. Mais je pense que c'est important. Alors, sans vouloir être trop technique, le centre dramatique a un budget d'environ 4 millions d'euros par an. Et, le vôtre ?
Le nôtre, oui, bien ici, sûr. À Dijon, oui. Et on est, par rapport aux 38 centres dramatiques en France, on est dans la moyenne haute. Voilà. Et donc, si on en vient au coût pour un spectateur, on accueille à peu près 30 000 spectateurs par an et par saison, en incluant le festival, bien sûr. Donc, si on veut faire un calcul simple, il faudrait que chaque spectateur paye 130 € pour qu'on ait 4 millions d'euros de recettes de billetterie. 130 €, c'est le prix dans un théâtre privé parisien en première catégorie. Pour des spectacles avec des stars, des people et des gens qui passent au cinéma et à la télévision. On peut atteindre ces tarifs-là. Voilà, mais nous, on fait un choix différent, c'est-à-dire que on est effectivement subventionné pour que le spectateur paye en moyenne entre 10 et 12 €. Et donc, la différence est évidemment prise en charge par les finances publiques, par les subventions, y compris pour faire tout un travail d'action culturelle, de médiation, pour faire venir au spectacle tous les publics possibles et aller les chercher sur le terrain. Imaginons une situation, Pierre Limousin, où tout à coup, les centres dramatiques nationaux, il y en a effectivement 38, c'est le résultat de la décentralisation, c'est l'acquis de la décentralisation qui parsème donc tout le territoire. Imaginons que une politique ait envie de les supprimer. Vous êtes appelé à plaider pour la défense du centre dramatique national. Vous venez à la barre, vous dites quoi ? Alors, pour défendre les centres dramatiques, moi je pense qu'il faut se rappeler, on a parlé beaucoup d'histoire là avec vos invités précédents, et effectivement je pense qu'il y a comme ça une importance capitale de cette histoire de la décentralisation, ce rapport au public et aux spectateurs qui permet de forger un esprit critique, une envie de pousser les portes. On parle parfois c'est impressionnant parfois de pousser les portes d'un théâtre, et pour autant le théâtre est une façon de permettre de découvrir plein de choses, parfois de changer des vies aussi. Donc voilà, une des choses qui, moi, me semble extrêmement importante, c'est que justement, en rendant cet art accessible, grâce au travail en décentralisation des centres dramatiques, des scènes nationales, suivant les territoires, ça permet de développer au maximum cette rencontre entre le public et une œuvre qui est en particulier dans un théâtre, une œuvre dramatique. Même question, Pierre Limousin, que celle que j'ai posée hier à Claire Guez. La journée type de l'administrateur du théâtre Dijon-Bourgogne, elle ressemble à quoi? Elle démarre à quelle heure et elle se termine à quelle heure? Alors, elle démarre entre 8h et 9h à peu près. On essaye d'être là avant tout le monde pour avoir un petit peu de temps avant l'arrivée des collègues. Et elle se termine, il y a deux cas de figure, c'est-à-dire que soit on n'a pas de spectacle et elle va se terminer vers 19h, soit on a un spectacle et à 19h on bascule côté accueil du public, on voit les spectacles, ensuite on accueille les artistes, et là il n'y a pas vraiment d'heure de fin, mais on essaye quand même d'être chez soi autour d'1h du matin, quoi. Voilà. C'est bien, merci beaucoup Pierre Limousin. Donc vous êtes avec nous encore pour un bout de temps, si j'ai bien compris, et on en est ravis parce qu'on va vous retrouver pour le jonglage, la séquence jonglage, une fois que cette émission est terminée. Parfait. Qui s'occupe des chiffres dans la compagnie Super Lune? C'est Joséphine ou c'est Clément? Alors, heureusement, depuis là, on a fondé la compagnie il y a 4 ans. Au début, on faisait absolument tout. La première année, à tous les postes, de la technique à l'administration, à l'artistique, au RP. Mais depuis 2 ans, on travaille avec une administratrice, Aurore Santoni, dont c'est le métier et qu'on salue d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est un début de structuration de notre jeune compagnie. Bon, mais ça me fait plaisir parce que c'est pas genré finalement. C'est-à-dire que c'est pas l'homme qui s'occupe des chiffres. Ah oui, oui. Non, on n'échappe pas quand même à nos clichés de genre et l'un et l'autre. On se le remarque souvent. Joséphine a plutôt tendance à s'occuper de la communication et moi de la technique. Je porte, je conduis. Enfin voilà, on est nous-mêmes aussi des stéréotypes dans nos genres. Voilà. On a un peu parlé d'écriture il y a quelques minutes. Joséphine, il y a une question que je voulais vous poser parce qu'une chose m'a frappée pendant la représentation et j'ai adoré ça, c'est qu'il y a une séquence avec l'emploi du subjonctif.
Et je me suis dit, mais plus personne n'emploie le subjonctif. Et pourtant, c'est tellement beau et tellement éminemment théâtral, grâce à votre écriture et grâce à l'actrice, il faut le dire. Que serait le théâtre sans l'écriture contemporaine? Si je vous pose la question, c'est que les auteurs contemporains ne sont pas forcément à la fête. On va consacrer une émission à ça d'ici quelques jours avec Kevin Kayes, parce qu'il y a une grande présence des auteurs contemporains au théâtre Dijon-Bourgogne avec Maëlle Poésie. Mais qu'est-ce que ça serait un théâtre sans écriture contemporaine? Alors, je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question. Nous, on a l'impression que dans le champ dramatique contemporain, il y a quand même un certain... désinvestissement quand même de la question de la langue, du chant poétique, de la fiction d'ailleurs également. C'est-à-dire que ces dernières années, bon, forcément je fais un portrait un peu caricatural, hein, mais ces dernières années on va quand même dire qu'il y a eu davantage d'attention portée pour le témoignage, le documentaire, et du coup en termes d'écriture, plus une écriture... du fragment, du réel, une écriture assez sèche en fait, assez naturaliste. Nous, c'est vrai que d'un point de vue artistique, c'est pas ce qui nous intéresse le plus avec Clément, et en plus voilà, il y a la question littéraire, stylistique, elle est vraiment au centre de notre travail. La langue est l'objet principal de notre travail, et au moment de l'écriture, mais aussi avec nos acteurs, nos actrices, au centre de la mise en scène. Et en plus, il y a une dimension politique à ça. Nous, on pense vraiment on dit souvent qu'on veut défendre un théâtre poétique et populaire. Les deux ne sont pas antagonistes. Au contraire, pour nous, ça va complètement ensemble. C'est-à-dire que partager avec un large public, c'est aussi, nous, nos outils pour faire ça, c'est embarquer les gens dans une histoire avec une belle langue qui nous arrache aussi du réel. Il ne s'agit pas de pas traiter du monde contemporain, mais c'est voilà, notre outil, c'est plus cette approche aussi poétique, dont on pense que vraiment c'est ce qui permet aussi de largement partager avec les gens. Elle est signée, cette langue, elle fait autorité. Est-ce que vous arrivez, vous Clément, est-ce que peut-être vous n'en avez pas du tout la nécessité, mais est-ce que vous demandez parfois à Joséphine de la changer, de la modifier, parce qu'on sent qu'elle est, voilà, elle sort de l'écriture de quelqu'un, et c'est très clair, enfin, c'est très net. Il peut y avoir une petite marge de négociation, voilà, mais assez réduite, à vrai dire. Les rôles, pour le coup, sont assez définis. Nous, dans notre compagnie, Joséphine écrit et j'interprète. Je serais bien incapable d'écrire une ligne, donc voilà. Et il se trouve que ces textes sont livrés d'emblée comme une forme quand même généralement assez aboutie, qu'il s'agit après de prendre en charge, nous les interprètes, et qui nécessite tout un travail dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est ce travail-là justement qui nous intéresse, et moi qui, en tant que comédien, qui m'intéresse. Il faut se l'incorporer. Elle est certes poétique, mais pour autant, comme je le disais tout à l'heure, on arrive à l'incorporer, on arrive à la parler. Et on a pu le vérifier avec Midi nous le dira, que l'on joue depuis 3 ans maintenant, on l'a joué une 60aine de fois, notamment beaucoup auprès du public scolaire. Et cette langue-là qui, sur le papier, va pouvoir peut-être faire un petit peu peur, on se dit, oulala, mais c'est très écrit, que vont en penser les jeunes? Au contraire, les retours des jeunes nous ont été très emballés, y compris à l'endroit de la langue, justement à l'endroit de la langue. Parce que il y a une démonstration de langue, il y a une performance de langue. Et dans la représentation aussi qu'on souhaite faire, et du monde contemporain, c'est un portrait de jeune footballeuse. Elle a 17 ans, elle vit dans la périphérie d'une petite ville de province, elle est d'une identité mixte, maghrébine et bretonne. Enfin, on imagine très bien le genre de cliché qu'on pourrait représenter avec ça, et au contraire, nous, on avait le souhait de dire, bah non, c'est une jeune fille qui parle très très bien. Elle fait du foot, mais elle parle aussi très très bien. C'est une puissance de langage, et ça ne pose aucun souci de véracité, ou en tout cas ça n'empêche pas l'identification des jeunes sur cette représentation. Eh ben, je vous souhaite que les jeunes soient nombreux ce soir à 22h à la première représentation de Midi nous le dira, parce que ça vaut et l'écoute et le regard. Quant à nous, nous n'allons pas nous quitter sans le final de cette émission, et notre final à nous, c'est le final de Réal. Musique. Forte était l'émotion lors de Dracula. J'avoue que c'était glauque, j'avoue que c'était poignant. Ça paraît fou mais c'est des mythes qu'on entend.
Comme Lucie, d'autres femmes trouvent plus le sommeil, car elles pleurent et voient des choses dans la nuit. Au Congo ça s'appelle des maris de nuit. La mort un mystère, ambiance austère. Tête coupée avec une épée, mes tripes se resserraient. Mon corps voulait partir mais j'ai résisté. Quelle belle pièce de théâtre où mysticisme et diabolisme se mélangent. La salle était noire, d'une ambiance machiavélique, et ce fut le charme de l'histoire. J'ai été captivé tout le long, un peu comme si j'avais soif d'expériences paranormales. C'est fou mais en regardant Dracula, j'ai eu l'impression qu'on me parlait, qu'on voulait me transmettre un message assez dur et subliminal, comme la phrase suivante: il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas savoir. Je me souviens avoir bugué dessus, avoir fait une introspection rapide, mais je ne suis qu'un superstitieux qui lève les yeux vers les cieux lorsque mes soucis sont lourds comme un essieu. Ce spectacle a fait naître en moi des émotions, il a réveillé ma spiritualité. La mort, les ténèbres, le sang, la pénombre. Puis je me suis rendu compte d'une chose: il y a beaucoup plus de Dracula qu'on ne le pense. Ces personnes qui entraînent les autres à la mort, car eux-mêmes n'ont plus d'âme. Je pleure lorsque j'écoute mon cœur. J'ai la voix rock d'un rocker qui s'éclate et puis qui casse sa guitare. Je crois que tous les rockers devraient regarder cette pièce. Mes mots te percutent, mes mots te pénètrent, comme piqûres dans les veines, comme les crocs d'un vampire. Les comédiens étaient si talentueux, si pertinents, et oui, tout cela semblait si réel. J'adore l'apothéose dans les spectacles, mais j'aime aussi le gore, j'aime aussi l'hardcore, sentir de la peur dans mon corps. Et c'est ce que j'ai ressenti hier, en voyant ce chien sauvage sortir de nulle part, en voyant toutes ces femmes se faire croquer le cou. À la fin du spectacle, je crois que nous avons applaudi une dizaine de minutes. Tellement c'était fort, tellement c'était beau, tellement c'était somptueux, c'était réel. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode de ma chronique. Merci. 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 Merci Réal, et demain sera dimanche, en l'occurrence à 20h, avec Lucia Miranda et Teresa Coutinho. Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.